Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Oui, il reste encore quelques jours d'été, quelques marchés ensoleillés à parcourir, des foires un peu partout en France. L'occasion de rapporter des souvenirs de vacances. Vous appréciez très certainement les produits artisanaux, ceux qui sont de qualité et qui représentent un certain savoir-faire. Mais attention, on ne cesse de vous le rappeler dans C'est ça la France, attention aux faux produits du terroir, qui sont parfois malheureusement industriels ou pire importés, et que l'on croit fabriqués de façon artisanale et localement. Les vraies fausses herbes de Provence, le miel sans miel, et parmi les produits les plus contrefaits, le savon de Marseille. C'est le cas également pour l'huile d'olive très présente sur les marchés en Provence. Comment reconnaître une bonne huile d'olive de qualité? On en parle dans un instant, mais tout de suite, nous allons nous intéresser au célèbre savon de Marseille. Sud Radio, c'est ça la France. Et nous sommes en ligne avec Guillaume Fievé de la Savonnerie du Midi. Bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie. Alors une entreprise, la Savonnerie du Midi, qui fabrique du vrai savon de Marseille. C'est une entreprise qui se visite, on en reparlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors c'est vrai, aujourd'hui il reste 4 savonneries en activité dans le sud de la France. Je dis pas de bêtises. Alors effectivement, 4 savonneries se sont regroupées en 2011 pour créer une association qui s'appelle l'Union des professionnels du savon de Marseille. Donc il y a la savonnerie artisanale, le Sérail, le fer à cheval, la savonnerie du Midi, votre entreprise, et Marius Fabre. La savonnerie du Midi, tout à fait. Et donc vous perpétuez la fabrication traditionnelle du véritable savon de Marseille au chaudron. Alors on en reparlait à l'instant, c'est important de le dire, hein, le savon de Marseille, il y en a des vrais mais surtout des faux. Et selon le site Conso Globe, 95% des savons de Marseille vendus sur les marchés ou parfois en boutique seraient des faux. C'est terrible. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que le véritable savon de Marseille n'est pas encore protégé. Hein, il n'y a pas d'indication géographique protégée. Alors, c'est pour ça que les 4 savonneries que vous avez citées il y a un instant ont créé une association avec 3 critères pour définir un véritable savon de Marseille. Et ces 3 critères sont les suivants. Le premier, c'est que le savon soit fabriqué, c'est-à-dire saponifié, que la matière savon soit fabriquée à Marseille ou dans sa région. Le deuxième critère, c'est le procédé, donc un procédé au chaudron ancestral qui demande un véritable savoir-faire. Et le troisième critère, ce sont les ingrédients, c'est-à-dire exclusivement des huiles végétales, pas de parfum, pas de colorant. Voilà, c'est pour ça que le savon de Marseille, généralement, est soit vert, soit beige, parce qu'il n'y a pas de colorant ou de parfum rajouté à l'intérieur. Parce que là, on touche à un emblème de la France, du sud de la France, mais de la France en général. Donc, il n'y a pas de protection sur l'appellation. Donc, ça veut dire que je peux être en Asie et fabriquer une sorte de savon de Marseille qui donne l'impression d'être un produit artisanal et le vendre avec le nom savon de Marseille dans les marchés français. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est possible. Il n'y a pas d'indication géographique, c'est exact. Parce que les agents de la répression des fraudes mènent des contrôles, hein, mais on le voit bien avec les chiffres, ça ne suffit pas malheureusement. Du coup, c'est vrai que c'est important de le rappeler que le véritable savon de Marseille, vous l'avez dit, il y a des ingrédients donc, qui sont indispensables pour pouvoir justement fabriquer ce vrai savon de Marseille. Et son histoire remonte à quand? Ça fait combien de siècles que l'on fabrique le savon de Marseille? Alors, on pense que le savon de Marseille est né au Moyen-Âge. Hein, donc, toutes les recherches qu'on a faites, en particulier quand on a la Savonnerie du Midi, a créé un musée, le musée du savon de Marseille, hein, dans les territoires nord de Marseille, hein, sur le site de production. On y décrit l'histoire du savon de Marseille. Et le savon de Marseille est né au Moyen-Âge, parce que Marseille et le bassin marseillais possédaient toutes les qualités pour pouvoir créer ce produit. Alors on dit souvent que le savon d'Alep est aussi un cousin ou un ancêtre du savon de Marseille, donc il y a tout ce bassin méditerranéen avec cette ouverture de Marseille vers le bassin méditerranéen qui a permis cet essor, mais également le climat, des sources d'énergie, bien évidemment l'huile d'olive. Voilà, tout cet écosystème a permis la naissance du savon de Marseille à Marseille et dans sa région. Alors comment faire pour bien distinguer le vrai savon de Marseille du faux savon de Marseille ?
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent de Sud Radio, qui ont l'habitude d'aller dans les marchés ou même en magasin, comment faire pour bien repérer le vrai savon de Marseille? Alors, un savon de Marseille, fabriqué pour nous donc à Marseille ou dans sa région, est souvent un savon cubique ou sous forme de savonnette, avec dessus des marques, on appelle ça des timbres. En particulier, il y a le timbre de nos marques respectives. Donc pour la savonnerie du Midi, ça va être le timbre La Corvette, parce que la Corvette est la marque sur laquelle nous commercialisons nos produits. Mais également le timbre de la marque collective de l'Union des professionnels du savon de Marseille, qui représente un petit cube avec écrit autour savon de Marseille. Et ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça va être la liste des ingrédients. Comme je vous l'ai indiqué, il y a très peu d'ingrédients, il n'y a pas de parfum, pas de colorant. Et donc, on va avoir la liste des ingrédients, elle est toute simple. C'est des huiles végétales, on va prendre par exemple l'huile d'olive, avec de la soude, de l'eau, du sel, voilà, principalement ces ingrédients-là. On ne va pas y trouver de traces de colorant ou de traces de parfum. Ça veut dire aussi que la couleur est un élément très important pour déterminer qu'est-ce qu'un vrai savon de Marseille traditionnel. Voilà, donc le savon de Marseille à l'olive, il est vert. Les savons parfumés avec tous les parfums qu'on peut trouver, pour nous, ce n'est pas du vrai savon de Marseille. Ouais. Et puis l'autre façon finalement d'acheter du vrai savon de Marseille, de ne pas se tromper, ça passe par la visite d'entreprise. Vous êtes ouvert aux touristes, donc on peut aller visiter les coulisses de la savonnerie du Midi et voir les différentes étapes de fabrication, découvrir le savoir-faire. Alors tout à fait, la savonnerie du Midi est située dans le 15e arrondissement à Marseille, dans le quartier des Égalades. On y a créé le musée du savon de Marseille en 2018 et ce musée permet de parcourir, de découvrir toutes les étapes de production, puisqu'il est vraiment construit au sein de l'usine, au sein de l'atelier de fabrication. Donc on va y trouver l'histoire du savon de Marseille, on va y trouver ses usages, on va y trouver son mode de production, et puis vous allez pouvoir échanger avec les salariés qui sont fiers de pouvoir parler de leur savoir-faire. La savonnerie du Midi, avec sa marque commerciale La Corvette, a été labellisée entreprise du patrimoine vivant. C'est un label d'État qui reconnaît les savoir-faire rares ou d'exception. Et vous êtes que 1400 en France à l'avoir, dans la France entière. Voilà, on est peu nombreux à l'avoir en France. Il y a une centaine d'entreprises dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La savonnerie du Midi est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Et c'est vraiment le savoir-faire du maître savonnier qui va être mis en valeur. Eh bien, vous l'avez compris, chers auditeurs du Sud Radio, si vous allez dans le sud de la France, il faut en profiter pour visiter les coulisses de nos belles entreprises françaises. Et quoi de mieux que d'acheter un savon dont on connaît l'histoire et surtout l'histoire racontée par les salariés. Ça, c'est un vrai plus. Merci beaucoup, Guillaume Fievé. Je rappelle que vous êtes le président de la savonnerie du Midi. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Alors, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après avec un autre produit, malheureusement souvent contrefait, c'est l'huile d'olive, autre emblème de la Provence. Comment bien choisir son huile d'olive? On en parle juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. C'est bientôt la fin de l'été, on ne cesse de vous rappeler. Oui, l'été, dès qu'on rentre de ses vacances, on a plaisir à ramener des bons souvenirs. Mais attention aux arnaques, aux faux produits du terroir. Après le savon de Marseille, qui fait partie des produits les plus contrefaits, on va s'intéresser à l'huile d'olive, incontournable des marchés provençaux également. Sud Radio, c'est ça la France. Et on en parle tout de suite avec un grand défenseur de l'huile d'olive, Olivier Nallès, président du Comité national de l'agriculture biologique de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Bonjour Olivier. Bonjour. Quand on veut défendre des bons produits, on vous appelle. Oh, peut-être. Alors, la production française d'huile d'olive, on va en parler, parce que cette production française ne couvre que 2% de notre consommation, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors, vous êtes un peu pessimiste, mais enfin, on est plutôt à 4%, mais enfin, on n'est pas grand-chose. Donc voilà, donc on doit faire appel à l'importation. Comment faire justement pour
pour bien repérer la bonne huile d'olive? Parce que là encore, sur 222 établissements que la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlés en 2021, 40% d'entre eux présentaient une anomalie au niveau de l'étiquetage. Je parle d'un article qui a été publié dans le magazine Capital, La répression des fraudes alerte sur les arnaques à l'étiquetage d'huile d'olive. Comment faire pour repérer les bonnes huiles d'olive, celles de qualité? Alors, là, vous avez les deux sujets, vous les avez présentés, c'est-à-dire d'un côté, l'huile d'olive est probablement le produit avec le vin où vous avez un étiquetage le plus encadré possible. Oui. C'est-à-dire, vous avez l'obligation de l'origine de l'huile à mise sur la face avant de la bouteille. Donc, un consommateur doit, quand il achète, commencer par lire l'étiquette. Donc, tout est marqué. Ensuite, c'est vrai que par rapport au contrôle de la Direction générale de la répression des fraudes, la DGCCRF, c'est clair qu'ils ont relevé. Et c'est un peu le problème de tous les articles, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a énormément. Vous avez bien fait de parler d'anomalies. Alors, il y a des coquins qui marquent pas toujours bien l'origine, donc c'est ce qu'a relevé la DGCCRF. Mais je crois que le pourcentage de contrôle par rapport au volume commercialisé, c'est de l'ordre de 2% ou 3%. Donc, si vous voulez, le 40% des contrôles, qui sont souvent des contrôles ciblés, laissent entendre que l'huile d'olive serait le produit fraudé. Non, c'est faux. On a dans l'huile d'olive, heureusement, des garde-fous qui sont très, très importants. Donc, il faut bien lire les mentions quand on achète sa bouteille d'huile d'olive. Alors, vous avez déjà deux appellations qui nous protègent quand l'huile est fabriquée en France et en Europe. C'est l'AOP et l'AOC, les appellations d'origine protégée et contrôlée. Voilà. Alors, l'AOC aujourd'hui est disparaît au sens agroalimentaire du terme, puisque l'Europe a décidé de n'utiliser plus qu'à AOP. L'AOC étant utilisée dans quelques notions nationales ou de produits artisanaux. Donc l'AOP nous protège et en France nous avons 10 appellations d'origine protégée en huile d'olive, donc on couvre quasiment toute la France. Donc c'est vrai que faire appel justement au bon sens du consommateur, de lire l'étiquette. J'ai vécu la semaine dernière une expérience en Corse, sur une foire en Corse. Quelqu'un est venu me dire, regarde, j'ai trouvé de l'huile corse. J'ai pris la bouteille. J'ai dit, tu as vu l'AOP, surtout que la Corse est très forte sur son appellation d'origine huile d'olive de Corse. Ah oui, mais il y a marqué Noustral. J'ai dit oui, il y a marqué Noustral parce qu'on est en Corse, mais je te garantis que c'est pas de l'AOP huile d'olive de Corse. Voilà. Oui, mais vous voyez, ce que vous dites, c'est un vrai souci parce que justement, les fraudeurs utilisent des termes comme ça qui nous rassurent, qui nous donnent l'impression d'être sur le bon produit, alors qu'il n'en est rien. C'est là où, Nathalie, vous avez tout à fait raison. Il y a un logo obligatoire, qui est le logo orange et jaune de l'AOP, appellation d'origine protégée. C'est une obligation sur l'étiquetage. Si ce logo n'y est pas, c'est que ça n'est pas de l'AOP, c'est que ça n'est pas une huile garantie venant de la zone, qu'elle soit Provence, Nice, Corse, Nyons ou autre. Donc ça, c'est vraiment... souvent, nos consommateurs nous se plaignent en disant oui, mais on ne sait pas. Dans l'huile d'olive, tout est écrit sur la bouteille, comme on dit. Donc, mais il faut prendre le temps de le lire un peu attention. Et justement, ceux qui ont envie de frauder sont très doués pour mettre des termes qui peuvent induire le consommateur en erreur. Oui, c'est un vrai souci parce que l'autre arnaque qui a été souvent mise en avant, c'est sur la qualité du produit parce que il est indiqué sur certaines bouteilles qui, pour nous rassurent, c'est huile d'olive vierge extra. Comment être sûr que c'est une huile d'olive vierge extra et pas une simple huile d'olive de base? Alors, disons que, et là, on a, il y a deux manières. Vous savez, doit être à l'ordre de 80% de l'huile commercialisée en France l'est par des grands groupes. Qu'ils soient français ou pas, il y a que ce soit Bourges, Le Sieur, Puget, etc. Ces grands groupes, je peux vous garantir qu'ils ont des systèmes de contrôle de la qualité énormes. Plus d'ailleurs là-dedans aussi, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle marques distributeurs qui sont hyper contrôlés. Donc il y a 80 ou 85% du marché de l'huile en France
qui n'est pas de l'huile française, hein, mais là aussi, je tiens à dire, je ne suis pas chauvin en disant nous on est les bons et l'étranger est mauvais. Les huiles espagnoles, les huiles italiennes, les huiles grecques, les huiles portugaises sont de très belle qualité. Donc il ne faut pas faire du nationalisme chauvin en disant c'est nous les plus forts. Et donc ces grands groupes, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de problème. Là où ça commence, c'est quand vous allez sur des choses où la marque est inconnue, vendue sur un marché en disant ça c'est l'huile que je fais moi-même, etc. Là, vous êtes sûr qu'il y en a 8 fois sur 10, c'est une arnaque. Voilà. Il faut savoir prendre les produits qui ont soit l'AOP, où là il y a un vrai système de contrôle, hein, comme je le disais tout à l'heure, soit bien sûr les grandes marques, quelles qu'elles soient. Hein. Je vous garantis qu'un Puget ne va pas s'amuser à frauder, à ne pas être à la qualité, parce que c'est la valeur de sa marque qui le mettrait en danger. Hein, et je peux dire ça aussi pour Borges ou pour d'autres, enfin, Terra Delissa. Enfin, je veux pas. Justement, il faut qu'on vous ayez. Il y a un joli panel dans le monde de l'huile d'olive en grande distribution, et je vous garantis, quand vous prenez une huile de Carapelli, elle sera toujours bonne. Mais alors, ce qui est rassurant, c'est de se dire quand même que dans notre pays, parce que vous le disiez à l'instant, c'est vrai qu'il y a des très bonnes, il y a des bonnes huiles d'olive dans le sud de l'Europe ou ailleurs. Je veux dire, il y a d'autres pays qui font qui ont vraiment un produit de qualité. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en France, on a vraiment un contrôle qui est très présent, quoi. C'est-à-dire que la fraude est vraiment pas si simple que ça. C'est comme vous le disiez à l'instant, quand on est sur des marques connues. En général, elles respectent à la règle les règles. Elles ont des systèmes de contrôle interne qui sont énormes. Parce que c'est pour eux. Vous imaginez le scandale que ça pourrait être. Ils ne peuvent pas s'amuser à ça. C'est pour ça que il faut souvent leur tirer dessus, ou même sur les marques distributeurs, de la grande distribution. Hein. Ouais. Mais ils ont des systèmes de contrôle qui garantissent aux consommateurs les normes qualitatives. Après, le goût, c'est autre chose. Parce que souvent, on mélange la qualité et le goût. Une Vierge Extra, elle vous garantit un process. Elle vous garantit une présence de fruité et une absence de défaut. Ça ne veut pas dire que vous allez l'aimer. Eh oui, parce c'est vrai, c'est important de le préciser, ça aussi. Entre la qualité et le goût. Et ça, c'est un grand débat. Et au niveau des huiles d'olive françaises, on le disait, hein, ça couvre que 4% aujourd'hui de la production française. Ça va. Est-ce qu'on peut espérer être davantage autonome sur cette huile d'olive, en tout cas augmenter la production française, ou elle restera limitée de toute façon pour j'imagine, plein de raisons? Écoutez, c'est mon combat depuis 25 ans. Il y a 25 ans, on disait il faut qu'on arrive à 10 000 tonnes d'huile d'olive en France. À l'époque, on était aux 4 000 de moyenne. 25 ans après, on est à 5 000 tonnes de moyenne. Ouais. On désespère un peu dans la profession parce que l'envie, il y est. Elle y est plutôt. Les moyens, on a essayé de les mettre. Après, l'olivier est un arbre très compliqué, très capricieux. Et les dérèglements climatiques, dont je ne vais pas parler parce qu'on les rabâche à longueur de journaux en ce moment, mais certainement influent. On a, par exemple, cette année, on ne comprend pas pourquoi la floraison s'est mal placée et que ce sera une année... plutôt dans les petites années de production. Et pourquoi est-ce qu'il a fait trop chaud? Est-ce qu'il a fait trop sec? Alors on a de l'irrigation. Mais franchement, quand vous êtes agriculteur, vous vous posez des questions. Donc là, pour répondre clairement à votre question, oui, nous aimerions en produire plus, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Olivier Nallès pour votre témoignage, et puis de toute façon, nous aurons l'occasion de vous avoir de nouveau en radio pour pouvoir justement évoquer ces bons produits français et notamment l'huile d'olive. Merci beaucoup Olivier Nallès, merci pour votre témoignage, et je rappelle que vous êtes président du Comité national de l'agriculture biologique de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Olivier, je vous souhaite un très très bon dimanche et à très bientôt. Allez, il est temps de se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut, notre French Trotter. Vous allez bien? Très bien Nathalie. Alors vous nous l'aviez promis la semaine dernière que vous alliez partager avec nous de nouveaux coups de cœur que vous avez eus au Salon Vivatech 2022 et que vous avez visité juste avant de prendre vos vacances. Alors expliquez-nous justement ce que vous avez découvert de beau. Alors juste avant, on rappelle que Vivatech, c'est le grand salon des innovations technologiques. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu mettre en avant 2 jeunes pousses de la région sud. Alors la première s'appelle Aqua Robotics, ACWA. Elle est basée à Aix et elle a mis au point un robot capable de contrôler les réseaux d'eau potable. Mais le mieux, c'est d'écouter Raphaël Rossi, qui est chef d'atelier chez Aqua. Alors nous, on fabrique, on conçoit des robots qu'on va introduire dans les réseaux d'eau potable pour les cartographier et les diagnostiquer. Là, je suis devant la réplique du robot. On peut le décrire? Alors, notre robot, en fait, pour vous donner une image, vu qu'on est à la radio, il faut imaginer une chenille. Voilà, notre robot, c'est 3 modules. Je vais articuler, voilà. Voilà, exactement. C'est 3 modules les uns après les autres, avec 2 modules aux extrémités qui vont servir à prendre appui sur la canalisation et un module au milieu qui va servir à étendre le robot. C'est-à-dire qu'on va relâcher les appuis de devant, on va s'étendre avec le module du milieu pour avancer, on va reprendre appui avec l'avant et ramener l'arrière. Donc ce robot, il se déplace. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors ce robot, il va pouvoir apporter à l'exploitant une cartographie en classe A de tout son réseau, c'est-à-dire une précision à 40 cm près sur les 3 axes X, Y et Z. Et on va aussi être capable de ramener de la donnée pour diagnostiquer l'état de la canalisation, c'est-à-dire photo, épaisseur de canalisation, qualité de l'eau, etc. Donc il est équipé de capteurs, je vois, de caméras. Voilà, c'est exactement ça. On embarque une caméra, après on peut embarquer toutes sortes de capteurs qui sont existants déjà. C'est-à-dire que intégrer du capteur sur notre robot, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc ça sera directement à voir avec le client. Et voilà. Vous avez croisé beaucoup de robots à Vivatech, Thibaut? Bah oui, Vivatech, c'est une belle vitrine pour la robotique. J'ai vu notamment un robot barista qui peut concocter à la demande toutes sortes de boissons. C'est fascinant et en même temps, je trouve que c'est un peu inquiétant d'entrevoir un monde de demain qui risque d'être de plus en plus déshumanisé. C'est un peu Real Human sur Arte. C'est un peu ça, oui. Une toute dernière pépite? Allez, une invention qui va intéresser tous ceux qui ont du mal à s'endormir. Elle a été imaginée par une autre entreprise aixoise, cofondée par Charlie Rousset, que l'on écoute tout de suite. On a développé il y a 5 ans déjà notre premier objet déconnecté qui s'appelle Morphée, qui contient des séances de méditation, de sophrologie pour accompagner les adultes vers le sommeil. Comme ça a très bien fonctionné, on a ensuite décliné notre gamme avec un second produit, Mon Petit Morphée, à destination des enfants. Puis un troisième produit qu'on appelle Morphée Zen, qui accompagne les adultes à gérer leur stress, leur anxiété au quotidien, donc pour faire ce qu'on appelle des crises de calme. Donc c'est le même principe avec des séances de méditation à effectuer la journée. Des séances qui sont très courtes, qui durent 4 à 5 minutes. Donc concrètement, ça marche comment? C'est une appli, c'est un objet, c'est quoi? C'est un objet, c'est des objets, parce qu'on a 3 objets aujourd'hui. Des objets qui sont déconnectés. Donc on peut les décrire. Là, je vois une sorte de poste de radio, je vois un réveil. Voilà, on a un poste de radio qui est donc l'objet pour enfants, qui ressemble à un transistor. On a repris les codes d'objets anciens, comme on est sur un objet qui est déconnecté. C'est un peu le poste en bakélite de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents. Voilà, avec un design un peu plus moderne, effectivement. Donc c'est des objets qui sont déconnectés. Notre objectif, c'était le soir de proposer aux utilisateurs une solution qui leur permet de pratiquer sans téléphone, sans écran, sans Bluetooth, sans Wi-Fi, etc. Le smartphone étant le pire ennemi du sommeil, on voulait un objet qui soit dédié au sommeil et qui soit complètement déconnecté. On peut faire une démonstration? Ouais, avec plaisir. Alors, confortablement installé dans votre lit, vous pouvez fermer les yeux. Donc Charlie a saisi cet objet qu'on entend, c'est un objet en bois qui évoque une sorte de réveil. Voilà, on a un rythme qui est très calme, hein. On a qu'à se laisser guider par la voix, ce qui va nous permettre de faire ces ateliers de méditation, sophrologie, etc. Et accompagner les adultes vers le sommeil. Bon, il est quand même temps d'arrêter la démonstration parce qu'on va finir par s'endormir. Hein. Il n'est pas encore 12h30. C'est vrai que c'est très... ça vous relaxe complètement. Très apaisant. Ouais. C'est très apaisant. Merci beaucoup Thibaut. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté Sud Radio, c'est ça la France. Merci à vous, chers auditeurs. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un bon dimanche en famille, entre amis ou tout seul. Et on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Vous a été présenté par le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.